Petite question pour se mettre en jambe. À combien estimez-vous votre capacité à vendre votre expertise sur une échelle de 1 à 10? Allez, allez. Parce qu'en plus, il y a un piège, donc vous pouvez y aller. Là, vous allez voir, il y a un petit piège. Alors, je vais regarder le chat. 3, Marianne est là. Oui. Tu vas voir, c'est une bonne chose de ne pas savoir. Hein. Je vais vous montrer que ce n'est pas forcément un avantage. Hein. Voilà. Pour les autres, vous ne savez pas trop. Ok. Notez-le. On va voir peut-être à la fin si vous êtes toujours à ce niveau que vous avez estimé. Voilà. Ah, alors, il y a qui? Il y a Myriam 5 et Géraldine 3. Ah, voilà. Et bien, vous allez voir, j'espère vous changer de perception sur la question. Alors pourquoi vendre son expertise? C'est une question. Déjà, est-ce qu'il faut vendre son expertise? Voilà. Et pourquoi répondre aux besoins du client? Parce que dans la question, il y a ça. Il y a vendre son expertise pour répondre aux besoins du client. Et ça, c'est vraiment les deux grandes questions qu'il faut déjà se poser. Quelles sont les conséquences de vendre son expertise? Eh bien, c'est d'essayer de vendre à coup d'argumentaire. Donc, ce n'est pas forcément bon. C'est de parler de soi plutôt de son client. Ah, alors ça c'est super important. Quand on parle de son expertise, on est centré sur soi et pas centré sur son client. Donc, c'est une première erreur à ne pas faire. Donc, vendre son expertise, c'est pas bon. Il faut plus faire autre chose, être centré sur le client plutôt que soi. Quand on est centré sur son expertise, on va avoir une différence à faire sur son marché. Est-ce qu'il y a des gens qui sont coachs, consultants, plutôt dans le, on va dire, dans le consulting en règle générale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans ce domaine-là parmi nous? Et bien, quand vous êtes, par exemple, on va prendre le domaine du coaching dans lequel j'étais avant, quand vous êtes dans une soirée et que vous avez 50 coachs et que 50 personnes vous disent ben, moi je suis coach, moi je suis coach, moi je suis coach, et ben la différence, vous ne pouvez pas la faire. Vous avez, hein, c'est ça l'expertise. Hein, c'est l'expertise métier. Coaching d'entrepreneur essentiellement. OK, d'accord. Donc, si vous retrouvez et puis vous présentez comme coaching, vous parlez de vous, de votre expertise, mais vous ne parlez pas du client. Donc ça, on va voir comment faire différemment par contre. Hein, ce soir, c'est un peu mon intention. Coaching en entreprise. Vous voyez, entre Myriam et Géraldine, ils sont à peu près dans le même domaine. Donc, pour faire la différence, ça va être difficile si on parle de notre expertise. Et là, c'est le but, c'est d'avoir une vraie différence malgré qu'on fait le même métier. Le taux de transformation est faible. Et dès que vous parlez de votre expertise, souvent les gens ils vont appeler quelqu'un qui semble être comme vous pour notamment voir si l'autre est moins cher. Voilà. Et donc, ils vont mesurer quelque chose qui est difficile de mesurer, qui est l'expertise en lui-même. Ce n'est pas parce qu'on a 10 ans d'expertise qu'on est meilleur qu'une personne qui a un an. Donc, il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de gens aussi qui font très attention à ça. Et puis, le fait de parler de l'expertise ne rassure pas le client parce qu'il manque quelque chose. Conseil RH et coaching. Voilà. Donc, vous voyez, on est tous à peu près dans la même typologie. Hein. Vous avez une lenteur dans l'acte d'achat. Quand vous essayez de vendre votre métier, du coaching ou autre, eh ben c'est long en termes de prise de décision vis-à-vis de la personne que vous avez en face. Souvent, c'est long entre le moment où vous connectez le client et le moment où il va commencer à, pardon, à signer. Et peut-être qu'au dernier moment, il va signer avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une lenteur dans l'acte d'achat. Ça, c'est ce que j'ai moi observé. Et surtout, il y a une incompréhension des clients. Souvent, les clients, ils vous disent je ne comprends pas ce que vous faites. Et en général, on dit bah, si, c'est simple, c'est très clair ce que je fais. Mais en fin de compte, il y a une incompréhension. Je l'ai vu encore l'année dernière avec une personne que j'ai accompagnée dans le mastermind.
C'est des clients qu'elle connaissait depuis 25 ans, donc des gens qu'elle connaissait. Elle veut développer une nouvelle activité autour un peu du coaching. Ses clients lui disent, tu sais, hein, on t'aime bien, hein, mais on ne comprend rien. Elle me dit, Eric, pourtant, regarde, c'est clair. Je dis, ouais, moi, je comprends ce que tu fais parce que j'ai fait quelque part le même métier que toi. Mais ton client pense que lui, il ne comprend pas ce que tu fais parce que tu parles de ton métier, mais tu oublies de parler d'autre chose. Et on va voir ce que c'est l'autre chose. Conséquence de répondre aux besoins du client. C'est la vue de l'expert. On a un expert, on voit le client, on dit, vous avez besoin de ça. C'est notre point de vue. Mais ce n'est pas son point de vue. Donc, c'est une communication difficile et complexe parce que la personne ne comprend pas son besoin parce que c'est vous qui dites que vous avez besoin de quelque chose. Imaginez que quelqu'un a mal aux dents. Lui, ce qu'il a envie, c'est de pouvoir remanger de la glace à la vanille. Et le dentiste, il va dire, vous avez besoin d'une santé, d'une hygiène buccale, d'une hygiène d'une hygiène dentaire. Voilà, je cherchais, d'une hygiène dentaire. Donc, si le dentiste il parle de son point de vue, l'autre personne ne va pas le comprendre parce que lui, ce qu'il a envie, c'est de remanger vite fait une glace à la vanille. Voilà. Mais l'expert, il va dire non, c'est pas ça que vous avez besoin, vous avez besoin. Et ils ne vont pas se comprendre. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il y en a un, il va le faire de son point de vue de l'expert et l'autre va le faire du point de vue du client. Il va falloir voir avec l'œil du client. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris très rapidement quand j'étais à Castorama, il y a de ça en 1985. On m'a dit revois avec l'œil du client et vois pas avec ton œil de vendeur. Ça, c'est important. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire d'une autre manière. Le dentiste, il ne faut pas qu'il voie avec son œil de dentiste, il faut qu'il voie avec l'œil de quelqu'un qui a mal aux dents et qui a envie de remanger de la glace à la vanille. Et dans un deuxième temps, une fois que vous aurez fait les premières démarches, qu'il aura confiance en vous, vous allez pouvoir l'amener vers son besoin. La première chose, c'est de l'amener sur ce qu'il a envie, pas ce qu'il a besoin. L'envie, c'est lui, le besoin, c'est vous, en tant qu'expert. C'est pour ça que quand on est sur l'envie du client, eh ben, on va matcher plus vite, parce qu'on va parler le même langage. Quand un expert parle à un initié, s'il prend son langage d'expert, la personne ne va pas comprendre. Ah bah Eric, on n'est pas loin, hein, parce que moi je suis à Saint-Césaire-sur-Siagne. Donc voilà, aujourd'hui. D'accord. Voilà. Le chemin est plus long. Quand vous allez avec votre problématique d'expert, le chemin est plus long. Quand vous répondez aux envies du client, coupe Eric parce qu'il y a un petit peu de résonance, sauf si tu veux parler. Voilà. Coupe ton micro, comme ça, voilà, ça évite de. Voilà, je te remercie. Quand vous parlez c'est comme si vous êtes. Si vous avez un Anglais en face de vous, il faut parler anglais. Hein, si vous avez un Chinois et que vous ne savez pas parler chinois et que lui ne sait pas parler français et que vous avez peut-être un langage qui est l'anglais, vous parlez anglais, même si vous parlez mal anglais et lui parle mal anglais, vous arrivez à vous comprendre. Et ça va aller plus vite. Donc, il faut parler le langage de votre client et pas le langage de votre expertise. Si les gens ne sont pas encore clairs, ils vont comprendre. Quand on apporte notre solution d'expert, on apporte une solution qui est inadaptée. Elle n'est pas adaptée à 100%. Et la valeur ajoutée est surtout faible. Donc, ce que vous allez vendre, ça a peu de valeur. Même si vous avez une expertise, ce que vous apportez est faible. Et donc, la satisfaction du client est faible aussi. Et on a des difficultés à re-signer par derrière. Alors, il y avait des pièges. Il y avait des pièges dans la question. C'est comment vendre son expertise tout en répondant aux besoins de clients. Ben moi, je vais vous mettre les bénéfices de vendre une solution, pas une expertise, une solution. C'est-à-dire, au lieu de vendre du coaching, vous allez vendre une solution. Et pour vendre une solution, il faut partir à partir des problématiques clients. Donc, il ne faut pas partir par rapport à ce que vous voyez, il faut voir par rapport aux problématiques clients. Et ça, c'est très important. Et souvent, on croit connaître ses clients et ce n'est pas vrai. On a une idée d'expert, mais on n'a pas la vue de ses clients. Pour pouvoir apporter une solution adaptée.
Et vous allez voir qu'en fin de compte, les clients que vous choisissez, si vous faites une démarche orientée client, et bien en fin de compte, vous allez choisir quelques problématiques clients que vous allez pouvoir traiter à travers votre expertise. Mais au départ, vous allez traiter des problématiques clients. Vous allez gagner beaucoup de temps parce que là, vous allez tout de suite toucher au 1000. Au lieu de parler d'expertise, vous allez parler des problématiques clients. Imaginez qu'un chef d'entreprise, je vais faire 2 présentations. Il y en a une, ça va être bonjour, je suis coach. Voilà, depuis 20 ans, je suis certifié, blablabla. Bla, 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 bla. Et l'autre côté, c'est moi, j'aide les entreprises qui ont des problèmes de motivation avec leurs équipes. Problématique client. S'il a cette problématique client, il va tout de suite arriver, il va me dire comment, monsieur? Est-ce que vous avez 5 minutes? Est-ce qu'on peut en parler? Et que je sois coach, que ce soit conseiller, que je sois formateur, que je sois je ne sais pas quoi, il s'en fout. Et en plus, cette problématique, je sais la traiter. J'aide les entreprises qui ont des équipes démotivées à bâtir des équipes qui soient responsables, sereines et performantes. Ça, je sais faire. J'accompagne des entreprises où le turnover est important. Si la personne a du turnover important et qu'il ne sait pas comment faire, tout de suite, il va m'arrêter, il va me dire, monsieur, on peut en discuter? Et pareil, que je sois coach, facilitateur, tout ce que vous voulez, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il voit que il voit qu'à travers ce que je viens de dire, j'ai quelque chose. Et donc, montrer que c'est facile, rapide et simple. Voilà, la simplicité de la solution. Quand je dis ça, pour moi, c'est simple, c'est évident. Moi, je sais faire. Donc, c'est simple. Pour moi, c'est simple parce que je sais faire, parce que j'ai une spécialité, j'ai une expertise, mais je le traduis en termes de problématiques clients. Et des problématiques clients, j'en traite 3 ou 4, pas plus. Mais je les traite à fond. Donc, en disant, moi, j'aide les personnes à remotiver leurs équipes, en fin de compte, j'aide les personnes à les amener vers une solution parce qu'ils ont une problématique. C'est ça la solution. J'amène une solution. Bénéfice pour répondre, pardon, sinon je suis un peu enroué, à répondre à une envie. Alors, pas un besoin. Le besoin, c'est la vue, pour moi, de l'expert. Souvent, on dit le marketing, il est là pour vendre un besoin. Non, il n'est même pas pour répondre à un besoin. Il est là pour détecter des problématiques et de voir si la problématique, les gens, ils ont des solutions ou pas. S'ils n'ont pas les solutions, il faut leur apporter. S'ils ont des solutions, il faut essayer d'apporter une solution encore meilleure que les concurrents. Voilà. Alors, hop. Et là, quand on est focalisé sur l'envie du client, on propose vraiment quelque chose de pile poil, puisqu'on répond à ce qu'il a envie. Vous voulez manger de la glace à la vanille alors que vous avez mal aux dents? Je vais vous faire un truc. Alors, je vais peut-être vous percer la dent, je vais peut-être vous donner un médicament, je vais peut-être vous donner quelque chose, mais dans 5 minutes, vous allez pouvoir manger une glace à la vanille. Après, on verra comment on peut améliorer ça. Mais si c'est ça, la personne, elle est prête à vous payer cher. Parce qu'elle a mal, elle a une souffrance qu'on appelle une douleur, et la personne, elle est prête à payer. Quand il y a une douleur, quand il y a un problème, vous êtes prêt à payer. Imaginez que vous avez mal au dos, vous êtes à mal le dos et qu'on vous invite et vous avez envie d'aller à une fête mais que vous ne pouvez pas bouger et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit voilà, moi je suis prêt, dans 5 minutes, vous me retournez votre voiture et puis vous allez faire la fête là où vous allez. Ça coûte 500 €. Et si vous avez vraiment mal au dos et que vous avez vraiment envie d'y aller, vous êtes prêt à mettre le paquet sur la table. C'est un peu exagéré, mais c'est pas loin de la vérité. Vous allez développer la confiance. Parce que votre client, qu'est-ce qu'il va dire? Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Il n'y a pas quelqu'un qui essaie de me vendre un truc, de me vendre son truc, là, du coaching ou je ne sais pas quoi. Il est en train de m'apporter une solution. Les gens, ils en ont marre des problèmes. Je pense qu'on en a assez des problèmes à travers notre vie. Les gens, ils veulent des solutions. Et quand quelqu'un vous apporte une solution, vous dites enfin, merci, quelqu'un m'apporte une solution. Il va m'enlever une épine du pied. Et c'est ça de répondre à un envie, c'est d'apporter une solution.
et de vendre uniquement ce que le client désire, ni plus ni moins. Donc, ça évite de faire des usines à gaz et vous lui vendez juste ce qu'il a besoin. Donc, en termes de valeur ajoutée, c'est énorme. Je prends toujours l'exemple de la télécommande. Qui, aujourd'hui, parmi vous, utilise les… Alors, combien il y a de boutons sur celle-là? Je ne sais pas. Elle est assez simple. Hein, c'est une télécommande Freebox. Et là, elle est 4 x 3, 12, 12. Elle a une vingtaine de boutons. Qui utilise les 20 boutons d'une télécommande? Il y a des télécommandes, il y en a plus de 50. En fin de compte, on a besoin d'une télécommande marche-arrêt, avance, recule, pause, plus ou moins le son. Ah ouais, le son, c'est important. Hein. Son, et puis peut-être changer de chaîne. Si on nous donnait vraiment une télécommande avec les boutons qu'on demande, ce serait plus simple à utiliser. On pourrait payer le même prix. Et en plus, la personne qui le fait, ben, ça lui coûterait moins cher de faire une télécommande à 6 boutons ou 7 boutons plutôt qu'une télécommande à 50 boutons. Et ben, une offre de service, c'est ça. Elle ne doit pas avoir 36 000 choses, elle doit avoir vraiment les 2-3 boutons que la personne veut. Elle a mal aux dents, et ben, le bouton, c'est pour ne plus avoir mal aux dents. Donc, vendre uniquement des choses utiles. Voilà. Et donc, mettre de la valeur. Mettre de la valeur, c'est-à-dire que votre offre, elle sera unique et vous pourrez la vendre beaucoup plus cher que d'habitude. Donc, souvent, c'est comment avoir plus de chiffre d'affaires, c'est peut-être comment vendre plus cher nos offres de services. Et pour vendre les offres de services, c'est de répondre vraiment à ce qu'ils ont envie les clients. Parce que le besoin qu'ils auraient, que nous on voit, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie. Et à partir de là, on peut faire des choses plus simples et plus chères. Alors concrètement, comment faire? Là, je vous ai mis un petit peu les bases qui sont importantes et concrètement, comment faire? Donc, comment apporter une solution sans parler de son métier ou de son expertise? C'est ça. Hein. Après, si la personne vous dit, je franchis l'autre métaphore, quand vous rentrez dans une boulangerie, ce qui est important, c'est que le pain soit bon. Vous vous en foutez que le boulanger, il ait fait des études, des machins et tout. Mais s'il a appris sur le tas ou que c'est une recette de grand-mère et qui est très bonne et que c'est très bon, à la rigueur, si ce n'est pas son métier d'origine, vous en foutez. D'accord? Il faut mieux que si c'est un boulanger qui a fait plein d'études mais qui ne sait pas le transmettre. Oui. Hein, vous préférez que le pain soit bon que plutôt que vous ayez un super expert mais que le pain il soit pas mangeable. Voilà. Donc, partez toujours des problématiques clients. Hein. Moi, une question que je fais quand j'étais en face à face, maintenant je ne le fais plus parce que je ne fais plus de démarches trop directes, c'est bonjour, voilà, quelle est votre problématique client? Alors derrière, je mets un peu mon expertise. C'est-à-dire quelles sont les problématiques clients que vous rencontrez dans la gestion de vos équipes. Parce que moi, je sais gérer les équipes. J'y mets un petit peu. C'est juste quelles sont vos problématiques, parce que c'est peut-être des problématiques de trésorerie, et moi, ce n'est pas mon expertise. Donc, je lui donne un petit coup, je mets juste un focus par rapport à mon expertise. Quelles sont vos problématiques que vous avez concernant la gestion de vos équipes ou la motivation de vos équipes? Donc, je mets ça et je me tais. Donc, quelque part, là, je fais du coaching. Je fais une question très ouverte. Et ça me permet, moi, de comprendre le client et surtout lui dire, OK, vous avez quelle problématique et demain, qu'est-ce que vous désirez à la place? Et là, en fin de compte, j'ai deux bornes. Le point A, qui est le problème. Alors, il faut que je le mette peut-être… Alors, j'ai l'écran inversé. À chaque fois, je me fais avoir. Là, c'est la main gauche. Alors, j'ai le problème. Alors, j'ai le problème. Je vais le mettre… Non, j'ai le problème. C'est là, c'est très bien. J'ai le problème et j'ai l'envie. Et mon offre de service, c'est uniquement la pièce qui va rentrer pile poil entre les deux points. Donc, si les points ils sont écartés, ben, mon offre elle sera comme ça. Si les points ils sont très rapprochés, mon offre elle sera très réduite. Voilà. Voilà. C'est ça l'offre de service. Et en fin de compte, ça,
La distance entre notre point, ça s'appelle un gouffre. Le client, il a une peur parce qu'il a un problème. Il faut qu'il traverse un fossé. Il faut qu'il aille en face. Et ça, là, les jetons, parce qu'il ne sait pas le faire. Donc, il a besoin de quelqu'un qui va l'accompagner en sécurité. Et c'est vous. C'est vous qui allez l'accompagner du point A, du problème, jusqu'à ce qu'il a envie. Et c'est pour ça que là aussi, on étape dans l'émotion. On est dans l'émotionnel. Imaginez que vous êtes devant une falaise, comme ça, à pic, vous devez aller de l'autre côté, et ben, vous risquez d'être paralysé. Et s'il y a quelqu'un qui dit, t'inquiète pas, moi je vais t'amener, tu me tiens la main, t'inquiète pas, et moi je t'amène de l'autre côté, sans aucun problème. Ben, c'est ça que vous devez faire à vos clients. Et ce n'est pas avec votre expertise. C'est en disant, j'ai compris votre problème, je sais ce que tu as envie d'aller en face, et moi je vais t'emmener en face de la falaise. Et donc, vous allez faire à partir de là, votre solution, ça va être une offre de service. Souvent, les gens me disent, ouais, mais comment on fait une offre de service? Comment on fait un contrat? Eh bien, il faut savoir le problème du client, ce qu'il a envie, et dire, voilà, le contexte, monsieur, bonjour tout le monde qui vient d'arriver. Votre problème, j'ai bien entendu, c'est vous avez mal aux dents. Ce que vous avez envie, c'est de manger des glaces à la vanille. OK? Eh bien, moi, je vais vous proposer une offre qui va vous transformer, qui va vous permettre de passer un mal de dents à quelqu'un qui peut manger de la glace à la vanille. Et ça, c'est une transformation que vous allez lui donner. Et pour toute transformation de ce type-là, les personnes vont payer parce qu'elles vont voir vraiment le résultat concret que vous avez amené. On va dire, j'ai mal aux dents, vous m'enlevez le mal aux dents. Ouais, j'ai compris. Hein. OK, combien ça coûte? Alors, rappelle l'approche métier ouais, en image. Quand on est une approche métier, donc je reprends en général ce que les gens, quand ils débutent, ils font, ils ont un produit à vendre, donc ils mettent 6 mois, 1 an, ils préparent leur truc. Hein. Il faut que je prépare une offre de service. Alors, ils font plein de choses. Ils discutent souvent avec des gens en plus qui ne sont pas d'entrepreneuriat, en plus peut-être avec d'autres salariés et tout, parce qu'ils viennent du monde du salariat. Et ils ont une offre. Alors, elle est jolie, elle est propre. Ils regardent les polices, ils regardent les couleurs, les machins et tout. Ils disent, ah, c'est super. Et ils regardent par rapport à leurs lunettes. Après, ce qu'il y a, il y a un petit peu la problématique du client en face. Ou les besoins. Ah, le besoin, la personne, elle a vraiment besoin d'une hygiène dentaire. Et ce qui se passe, hop, j'ai cliqué sur le mauvais, eh ben, on essaye de faire comment dire, une offre de service et on développe des argumentaires pour essayer de la vendre. Et quand on est dans l'argumentaire, en fin de compte, c'est trop tard. C'est parce qu'on n'a pas écouté nos clients. Et on essaye de le convaincre que notre offre, c'est exactement ce qu'il lui faut. Et le client ne comprend pas parce que vous parlez de votre offre, de votre produit que vous avez à vendre, que vous avez peut-être formé, vous avez été formé pendant plein de moments pour faire, par exemple, une méthode et vous essayez de la vendre. Et vous apercevez que la personne ne vous comprend pas et qu'elle n'est pas forcément convaincue de votre truc. Et là, on a perdu du temps à faire une offre, plusieurs mois, et après on essaye de le vendre et on n'y arrive pas. Et en plus, on n'attire pas les bons clients. Quand on a une approche client, on va déjà faire une étude de marché pour bien comprendre les problématiques clients. Alors, il y a aussi là la manière de faire une étude de marché parce que là, j'accompagne un dirigeant dans mon groupe de mastermind et quand il a vu mon étude de marché, j'ai dit, tu as fait des études de marché? Ouais, j'en ai fait plein depuis 2 ans, des études de marché. Et son étude de marché, il s'est rendu compte que c'était juste, les questions qu'il posait, c'était juste pour essayer de confirmer ce qu'il pensait. Ce n'était pas pour bien connaître ses clients, c'était juste pour que ses clients lui confirment que son produit est bon. Donc, ce n'était pas la bonne approche. C'était dire à mes clients, je vous pose des questions, vous connaissez ça, il faut me dire oui. Et en fin de compte, ce n'était pas une étude de marché, c'était pour le rassurer qu'il faisait bonne route. Donc, ce n'était pas une étude de marché. Donc, c'est de savoir exactement les problématiques clients.
Quand moi je fais une étude de marché, par exemple, sur la gestion des équipes, je leur dis quels sont vos problèmes concernant la gestion des équipes. Ils vont me dire plein de choses. Après, ça va être moi de trier tout ça. Après, je vais leur demander, dans mon étude de marché, ce qu'ils ont envie à la place. Si la solution a été là, qu'est-ce que vous auriez envie à la place de vos problématiques de gestion des équipes? Ils vont me dire des choses. Une fois qu'ils vont me dire les choses, je vais leur poser une autre question toute bête. C'est quoi l'obstacle pour acheter une telle solution? J'aurais fait miroiter quelque chose, mais je leur dis quand même, vous avez bien un petit oui, mais. Vous savez, souvent, au moment de la signature, il y a quelqu'un qui dit oui, mais il faut que je réfléchisse. Enfin, il y a des trucs souvent, ils n'osent pas vous le dire, mais il y a des obstacles, il y a des choses qui arrivent là. Donc, autant les anticiper, ces choses-là, pour les débloquer. Une fois que j'ai ces 3 éléments-là, je vais pouvoir faire une offre de valeur qui est copyrightée. Copyrightée, c'est-à-dire que je vais l'écrire d'une certaine manière qui va bien reprendre les problématiques clients, qui va bien reprendre ce que la personne a envie. Je vais traiter les objections, donc je vais faire sauter les objections en amont. Donc, je ne vais pas attendre que la personne me dise, mais je vais les débloquer en amont parce que je vais les savoir. Ça, c'est hyper important. Et je vais pouvoir faire une offre qui va avoir beaucoup de valeur parce qu'elle va rentrer pile poil dans ce que je veux. Et ça va être ma promesse de vente ou ma promesse de transformation. Voilà, je vais l'amener du point A, qui est le problème, je vais l'amener vers les envies du client. Et tout ça sans parler de mon expertise. La personne ne saura pas que je suis coach, formateur, facilitateur. Il verra sur mon site quelque part où il va le deviner. Mais ce n'est pas comme ça que je vais aborder le problème. Et après, derrière, vous voyez, le besoin, il est derrière. Le besoin, c'est ma vue d'expert. Mon besoin, c'est le coup d'après à la rigueur, ou le coup 2-3 fois après, quand la personne aura bien confiance. Et là, on pourra l'amener en disant, OK, maintenant que je vous ai soigné et que vous pouvez manger de la glace à vanille, entre nous, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a peut-être autre chose de mieux pour que vous ne reveniez pas me voir tous les 5 minutes. Voilà. Et seulement là, après, vous allez pouvoir lui vendre autre chose qui va écouter votre expertise. Mais au départ, il ne va pas écouter votre expertise, il va vouloir que vous répondiez à une problématique. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez le support. Donc, comment construire une offre empathique à forte valeur ajoutée? Une offre empathique, c'est, pour moi, ce que je dis, c'est une offre qui regarde par rapport à l'œil du client. Ce n'est pas l'œil de l'expert, c'est l'œil du client. C'est ça, pour moi, l'empathie, c'est de se mettre à la place du client. Donc, vous allez faire une offre comme si c'est en fin de compte, c'est le client qui parlait. C'est votre client qui va faire votre offre. Ce n'est pas vous, c'est votre client. Vous allez juste mettre ce que votre client dit et vous allez juste le packager d'une certaine manière. Il y a une manière aussi. Hein. Pour éviter tous les pièges de l'expert, ça c'est important. Hein. À partir d'une étude de marché, parce que vous allez voir que quand vous ciblez des clients, que vous faites vos personas, alors vos personas, vos clients idéaux, vous appelez ça comme vous voulez, vous allez attirer les clients que vous voulez. Souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, je n'attire pas les bons clients. » C'est parce qu'il n'y a pas de vision, on n'est pas connecté à soi-même, on essaye de faire du chiffre et on va vivre des fois contre-valeur et on ne part pas en disant « Je veux tel client ». Le but, c'est au départ de dire « Moi, je veux tel type de client ». Et à partir de là, je vais m'occuper de leurs problématiques et je vais traiter leurs problématiques. Et à partir de là, je vais faire une étude de marché pour répondre et je vais garder les gens qui ont cette problématique-là et les gens qui n'ont pas cette problématique-là, je ne vais pas m'en occuper. Je ne vais pas essayer d'aller vers des terrains où je ne suis pas à l'aise et où ça risque de me faire même de la contre-pub. Donc, je vais choisir des clients avec qui j'ai envie de travailler, avec des gens qui ont des problématiques que j'aime traiter, quoi. Moi, il y a des problématiques que je ne veux pas traiter. Et il y a des gens qui me disent, non, attends, t'es gentil, ça, t'es bien gentil, même si quelque part je suis capable de faire, je ne veux pas le faire parce que ça ne me fait pas vibrer, quoi. Donc, c'est aussi un choix de ma part. Et ça va vous permettre de catalyser le prix. Catalyser le prix, c'est-à-dire de mettre de la valeur. C'est que le prix, il y a d'autres choses, il n'y a pas que le prix.
derrière, pour bonifier votre offre, il y a le prix, il y a le SAV, il y a toutes les garanties, il y a tout ça. Il n'y a pas que le prix. Hein. Et souvent, les gens ne regardent que le prix. Mais le prix, c'est quelque chose qui vient à la fin. Et si la personne, ça ne répond pas à sa problématique, elle va trouver ça cher. Si elle trouve que ça répond pile poil à sa problématique, elle est prête à mettre le prix que vous lui demandez. Voilà. Et même peut-être rajouter un zéro, comme on dit souvent. Alors, comment vous pouvez aussi y ajouter de la subtilité pour communiquer votre expertise, alors son expertise, hein, sans communiquer, selon les 4 types de personnalités sans en parler. Ça, vous pouvez le faire à travers les landing pages, parce qu'aujourd'hui, vous avez, quand on communique, vous avez 4 types de personnalités. Ça, c'est très vieux. Hippocrate l'avait observé déjà à son époque. Jung l'a démontré dans les années 1920 avec l'approche de Jung. Et pour communiquer, on va communiquer par rapport aux 4 types selon un ordre bien défini. Et ça, c'est très important de bien garder un ordre défini pour communiquer une offre. Parce qu'il y a des styles d'apprentissage, il y a des styles de personnalité, et il faut savoir bien les respecter pour pouvoir communiquer correctement sur un site internet, une landing page, toujours en parlant de la problématique client. Moi, aujourd'hui, tout de suite, je parle tout de suite des problématiques clients et de la transformation que je peux apporter à mes clients. Donc, si c'est ce qu'ils cherchent, ils arrêtent, ils continuent. Si ce n'est pas ce qu'ils cherchent, ils partent de mon site, mais au moins, ils ne vont pas me faire de la mauvaise publicité parce que j'aurais dit que de toute façon, c'est leur problématique, je ne l'en veux pas. Donc, de toute façon, ils vont se dire, bah, Eric, il ne peut rien pour moi, donc je vais voir quelqu'un d'autre. Mais les personnes qui viennent sur mon site et qui ont de la résonance, je ne cherche que de la résonance par rapport aux problématiques. S'ils ont de la résonance par rapport à ce que je fais, les gens ils vont s'arrêter, ils vont aller plus loin. Par rapport aux 4 types de personnalités ou même méthodes d'apprentissage, je vais pouvoir communiquer de la même manière pour les réseaux sociaux. Je vais pouvoir aussi faire des contenus et des copywriting empathiques. Et ça, c'est super important parce que, et de communiquer aussi, faire de la vidéo pro, que ce soit de la vidéo, site internet, réseaux sociaux, un article sur LinkedIn, etc., etc., c'est toujours la même manière de communiquer. Pour ma part, j'avais horreur d'écrire un article. Moi, c'est le truc qui me gonfle. Qui me gonfle, ça me gonflait. Et quand on me dit qu'il faut faire des articles sur LinkedIn, je dis ça me gonfle. Et avant de connaître ces méthodes-là, ça me prenait pour faire un article, peut-être un article, normalement, c'est minimum 500 mots. Hein. Ça me prenait, je ne sais pas, 15 jours. Puis je remettais, puis je commençais, puis je ne savais pas par comment commencer. Aujourd'hui, je fais des articles qui peuvent faire 3500, 3000, 4000 mots, donc je les découpe, et ça ne me prend pas beaucoup de temps, parce que j'ai une structure et je pars toujours de ces 4 types de personnalités avec justement les 4 types d'apprentissage. Je commence à travailler sur le pourquoi, le quoi, le comment, et je fais des appels à l'action. Et je pars toujours avec une intention. Donc, chaque fois que je parle de peu de choses, je détaille et je montre qu'à travers mon article, j'ai entre parenthèses, une expertise. Mais sans en parler. Je montre mon expertise sans en parler. Tu parles du 4 mâts. Ah, je ne connais pas ça, Myriam. C'est quoi les 4 mâts? Du 4 mâts. Ah, tu peux me préciser les 4 mâts? Peut-être que c'est ça, mais je ne sais pas. On a peut-être, c'est peut-être une méthode. Les 4 types de personnalités, c'est les 4 couleurs. Les gens ils connaissent peut-être les 4 couleurs parce que j'ai été formé pendant plus de 2 ans à ça. J'ai fait plus de 400 profils. C'est les profils de personnalité. Les couleurs bleu, jaune, rouge, vert. Il y a des gens qui connaissent peut-être ça. Et ben, j'utilise cette méthode-là pour écrire justement ou pour maintenant copywriter tout ce que je fais. Même quand je fais une vidéo aujourd'hui, je prends cette matrice qui est toujours derrière, en fond hein, voilà, vous ne le voyez pas, mais elle est toujours en fond, et je pars toujours, j'ai toujours cette méthode-là. Alors j'ai un sujet, j'écris mon texte, et après j'en fais une vidéo par exemple, ou je fais un article,
ou j'en fais une landing page, ou je fais, là j'ai fait un nouvel événement, je vais toujours partir comme ça. Oui, les 4 types, oui, alors ok, alors d'accord, voilà. Oui, c'est les styles d'apprentissage, oui, les styles d'apprentissage de Cobbs. Oui, Cobbs, il est arrivé dans les années 1970 et Jung était des 1920. Et je me suis aperçu que dans l'approche de Jung, quelque part, il avait déjà tout dit à Cobbs. Voilà. Donc, et après, Cobbs, il a ressorti sur les styles d'apprentissage, sur le pourquoi, le quoi, le comment, et pour après aller sur les problématiques, pardon, pas les problématiques, pour les gens les mettre dans l'action. Et donc, il y a cette méthode-là qu'il faut toujours avoir. Mais aussi, quand elle est complétée par l'approche de Jung, elle est plus facile souvent à comprendre. Parce que les styles d'apprentissage de Cobbs, quelque part, il va utiliser les sources de motivation des 4 types de personnalités. Parce que dans les 4 types de personnalités, les motivations d'achat des 4 types de personnalités sont complètement différentes. Et pourquoi il faut faire des messages empathiques? Car toute prise de décision est due au départ à une émotion, les neurosciences nous disent. Donc si vous voulez toucher vos clients, il ne faut pas le toucher avec du cognitif, il faut le toucher avec de l'émotionnel. Et une fois que vous l'avez touché avec de l'émotionnel, le cognitif, ça va monter au cerveau, c'est un petit peu long, et le cognitif va mettre des argumentaires pour se convaincre qu'il a pris la bonne décision à travers une émotion. C'est ça que ça veut dire. Et donc, l'ordre d'écriture, que ce soit les styles d'apprentissage ou les personnalités de Jung, on va très vite savoir les motivations des personnes. Une énergie bleue, sa motivation, c'est de comprendre d'abord pourquoi il va vous faire confiance. Pourquoi il va vous écouter. Pourquoi il va vous écouter. Et bien, si vous dites pourquoi vous êtes là et que vous allez transformer son mal dedans pour manger une glace à la vanille, là, il va vous écouter. La deuxième, l'énergie verte, elle va dire, ok, d'accord, mais tu peux me dire les étapes qu'il faut là concrètement, ok, d'accord, ok, j'ai mal aux dents, mais c'est quoi les étapes? Ils ont besoin d'être rassurés sur les étapes. C'est le quoi. Ben, en un, vous allez prendre peut-être un médicament, je dis une bêtise. En deux, vous allez vous désinfecter la bouche. Et en trois, je vais vous faire une piqûre. Je dis une bêtise. Voilà. Donc, c'est les étapes. Ça, c'est les énergies vertes. Et souvent, des énergies vertes, quand on va dans une formation et qu'on ne met pas de plan, les gens, ils sont paumés. Ils disent, attends, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Ils ont besoin du quoi. Le comment, ça, c'est votre recette. Là, le comment, il ne faut pas le donner. Sauf si c'est du gratuit que vous voulez donner. Dans une formation, je vais le comment. Mais là, c'est votre offre de service, le comment. Et après, l'action, c'est OK, bah maintenant, bah soit que vous continuez avec moi, ou soit que vous me signez le bon de commande, ou etc., etc. Donc cet ordre-là est très important. Car si vous commencez à parler de votre produit ou de votre solution qui est pile poil par rapport à votre étude de marché, mais que vous n'avez pas dit le pourquoi, bah, l'énergie bleue, vous le perdez. Et quand vous perdez une énergie bleue, vous n'y revenez pas comme ça, hein, parce que vous n'avez pas instauré de confiance. Si vous dites tout de suite, vous expliquez exactement comment vous allez faire dans le détail votre solution, l'énergie verte, vous allez paumer. Donc, sur une seule chose, vous allez paumer l'énergie verte et l'énergie bleue, vous avez perdu 50% des personnes. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il y a une méthode d'apprentissage et une méthode pour le faire. Donc, pourquoi, quoi, comment et tout. Cobbs l'a dit une chose, il ne l'a pas dit tout à fait comme ça, mais avec l'approche de Jung, c'est facilement plus compréhensible. Après, voilà. Alors, tout ça, en fin de compte, c'est un travail d'alignement. Le travail d'alignement, c'est quoi? C'est moi ce que je fais pour arriver, c'est tout d'abord pour arriver à faire tout ce travail-là, pour plus vendre son expertise, pour répondre à un besoin, mais d'apporter une solution et amener la personne vers un envie, c'est un état d'esprit. C'est changer l'état d'esprit que vous avez. Et souvent, c'est lâcher son ego et avoir une démarche client et puis avoir une démarche d'expert.
Aujourd'hui, on dit oui, il faut une expérience client. Ça, c'est le mot à la mode là, depuis quelques années, l'expérience client. Mais ça a toujours été l'expérience client. On écoute ses clients, qu'est-ce que tu as besoin? Ok, ben tu veux une télécommande rouge? Ok. Tu es prêt à m'envoyer? Ah bah, une télécommande noire, je t'en achète une de temps en temps. Si tu me la fais rouge, je t'en achète 10 000. Et si le gars il est pas bête, il va la faire rouge, hein. Si le client veut une télécommande rouge, il va lui faire une télécommande rouge ou rose. Ça, c'est l'expérience client. Mais ça, c'est un état d'esprit. Il faut être vraiment orienté client. C'est ce qu'on me disait à Casto, vois avec l'œil du client. On s'est un petit peu foutu des Japonais dans les années 70, où ils venaient tous avec leur appareil photo. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient ce que les clients regardaient, ce qu'ils avaient besoin. Et ils apportaient exactement ce que les clients avaient envie. J'avais mon beau-frère qui travaillait à Télé Monte Carlo. Il me disait que quand Sony y venait, il leur donnait une nouvelle caméra aux ingénieurs vidéo. Et tout de suite, les gens ils disaient ah bah tiens la touche elle est mal placée là, elle devrait être un peu comme ça ou elle devrait être. Et les gens derrière, le produit n'était même pas sorti, qui notaient tout et que et très rapidement, tout ce qu'ils avaient dit était déjà changé dans le prochain produit. Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire avec vos produits. Il faut écouter les clients et si les clients vous disent ben, je veux ça, ben, cherchez pas à comprendre. Il faut améliorer vos produits pour amener vers l'excellence. Alors, hop. Après, il faut vraiment tracer l'axe d'alignement. Il faut que vous soyez très clair avec vous-même. Il faut vraiment que vous soyez connecté avec vous-même. Pourquoi faire tracer un axe d'alignement? C'est de faire des choses et d'utiliser votre super pouvoir. Si vous voulez vous éclater, il faut que vous fassiez des choses qui apportent beaucoup de valeur en donnant peu d'énergie. Donc en faisant des trucs que vous avez l'habitude de faire qui vous paraissent faciles, mais que pour votre client paraît très difficile. Et c'est ça le truc. Il ne faut pas essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire, il faut faire des choses qu'on sait faire bien. Voilà. Donc il faut tracer ce que moi j'appelle l'axe d'alignement. Quelque chose où vous ne bougez pas du cap. Parce que quand on a un cap, en plus, ça vous évitera de vous disperser et de prendre peut-être des missions qui ne sont pas les bonnes. Après, j'accompagne les gens pour bâtir un cercle de réussite, pour équilibrer justement leur alignement. Parce que je m'aperçois aujourd'hui justement, pas vendre son expertise, ça n'empêche pas de ne pas avoir d'ambition. L'expertise, c'est de l'ego, donc c'est nous-mêmes. Donc l'ego, c'est salutaire quand il est au service d'une vision. Et ce qui est important, c'est d'avoir une ambition. Donc il faut avoir une ambition importante et une vision importante. Et ça, c'est un travail qui est hyper important et ça fait partie de la différenciation. Quand on fait du marketing, il faut pouvoir avoir un produit différenciant par rapport à la concurrence. Et quand on est consultant, le produit, c'est nous. Quand on voit un produit, une télécommande, le produit, c'est lui. Et quand on est consultant, le produit, c'est nous. Donc, on a intérêt à se différencier nous-mêmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se présenter comme coach ou tout ça. Il faut se différencier autrement. Et c'est important, justement, de faire tout ce travail-là pour travailler la différence qui fera différence. Souvent, je pose la question, toi, en tant que coach, c'est quoi ta différence par rapport aux concurrents? Et les gens me disent, Eric, c'est une très bonne question. Moi, je dis, on va arrêter là et on va traiter cette question-là pour que demain, tu aies la différence. Aujourd'hui, j'ai une personne dans mon groupe de mastermind à l'arrivée où elle était dans un domaine de consulting, où elle est la petite dernière qui arrive, donc il y en a déjà des centaines devant. Aujourd'hui, elle a sa différence. Et elle ne se présente plus comme elle se présentait avant. Après, il y a une chose qui est très importante, c'est d'aligner ses valeurs et de faire des contrats avec soi-même. Parce que souvent, les gens, ils ne sont pas bien parce qu'ils travaillent à contre-valeur. Ils acceptent des missions sur lesquelles ils font pour des questions, on va dire, alimentaires. Mais en fin de compte, ils ont commencé à passer la ligne rouge et puis ils y vont régulièrement, mais ils ne sont pas très bien. Ils vendent un produit qui n'est pas tout à fait calé, des choses qui ne leur plaisent pas très très bien. Et en fin de compte, ils vivent contre leurs valeurs. Donc ça, c'est important de déterminer sur quoi on est capable de faire et là où on ne va pas dépasser la ligne rouge. Moi, régulièrement, je dis non, je ne ferai pas. J'ai encore refusé cette année 2 choses qui s'étaient importantes. J'ai dit non, je ne ferai pas. C'est très clair.
Après, on va faire notre étude de marché, on va questionner ses clients. Voilà, alors là, on arrive en plein dedans. Hein. Questionner ses marchés, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, questionnez vos clients, essayez de bien les comprendre et de savoir leurs problématiques et leurs attentes. Une fois qu'on est là, hop, je n'ai pas cliqué sur le bon, on va pouvoir construire une offre. Donc, tant qu'on n'a pas fait l'étude de marché, il ne faut pas faire son offre. Et souvent, on fait une offre et on essaye de le vendre. Donc, on n'est pas ses clients. C'est pour ça que ça ne se vend pas. C'est pour ça que les gens ne nous comprennent pas. Parce qu'on parle notre langage et pas le langage des clients. À partir de là, on va pouvoir mettre de la valeur à l'offre. Et oui, on va pouvoir créer vraiment, que ça soit un contrat, une offre de service, un site internet, un article, une landing page, etc. On va pouvoir créer des choses qui ont du sens. Et surtout, à partir d'une page blanche, on va pouvoir les créer rapidement. Parce que souvent, quand vous créez un site, il y a des sites aujourd'hui où les gens ne parlent que d'eux. Ils ne parlent pas des problématiques clients. Donc, ils se sont fait plaisir, mais aujourd'hui, ils n'attirent aucun client. Après, on va pouvoir communiquer avec brio. On a tous les armes en main, hein. On connaît bien nos clients, on sait comment faire. On va pouvoir utiliser les réseaux sociaux efficacement. Et surtout, une chose qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est modéliser toute sa pratique. Je vois trop de consultants aujourd'hui, une fois qu'ils ont un succès, ils redémarrent d'une page blanche en disant « Ouais, c'est super, il faut que je crée ». Non. La création coûte cher et prend du temps. Il faut innover. Innover, c'est voir ce qui marche et le mettre à sa sauce et de mettre des petites subtilités en plus. Aujourd'hui, je ne crée pas. J'innove beaucoup, mais je ne crée rien. Je pars à partir des succès des autres, de mes succès, et j'essaye d'améliorer tout ça en modifiant des petites choses. Mais aujourd'hui, je ne repars pas d'une page blanche. Combien de fois j'ai vu des gens qui ont fait des super processus, ils ont dit super, ça a super bien marché, et ils essayent de recréer à zéro quelque chose de nouveau, juste pour alimenter leur ego. Et bien ça, c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent. Les champions ne recommencent pas à zéro. Une fois qu'ils ont le bon geste, ils ne vont pas essayer de trouver un geste, ils ne vont pas repartir à zéro. Hein. Ils vont essayer justement de tout faire pour garder ce geste qui est gagnant. Et bien vous, il faut que vous fassiez pareil. Tout ce processus-là, c'est tous ces étapes-là, et maintenant j'en ai même plusieurs, je l'ai mis ce que j'appelle dans la masterbox de l'entrepreneur. C'est-à-dire, j'en ai fait un package. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a posé ça sur les réseaux, il me dit, je ne sais pas trop ce que tu fais, ton expertise. Et bien, mon expertise, elle est là. Mais je ne vous ai pas parlé de mon expertise. Je vous ai parlé des problématiques qu'aujourd'hui rencontrent les entrepreneurs. On me dit souvent, je n'ai pas le bon état d'esprit, je suis dispersé, je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas faire une offre, je sais qu'est-ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, voilà, et je ne suis pas du tout efficace. Et bien, grosso modo, c'est mon offre de service que j'ai mis là dans ce que j'appelle ma masterbox de l'entrepreneur. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai aujourd'hui justement 3 offres pour répondre à tout ça. Et tout d'abord, mon offre, alors celle-là, elle roule. Et si j'ai appris de beaucoup d'entrepreneurs, justement, parce que maintenant, j'ai mon 7e groupe en préparation. Ça fait 3 ans, avant je me suis formé 2 ans, où je prends des entrepreneurs qui sont un peu dispersés, qui n'ont pas de soutien, qui sont un peu seuls, qui savent plus trop, qui sont un petit peu paumés, où pendant 6 jours, une fois par mois, et là je vais même augmenter cette offre-là, alors que je ne vais pas changer le prix, ça sera 6 jours et au minimum 5 rendez-vous de 2 heures. Donc il y aura plus de 50 heures d'accompagnement, plus un accompagnement important, où je vais leur apporter toutes mes ateliers, qui soient marketing, vente, communication, voilà. Mes ateliers aussi d'alignement pour vraiment créer la différence qui a fait différence. Travailler le mindset en premier, ça c'est très important. Et justement pour les propulser à des niveaux supérieurs de performance et de sérénité, pour qu'ils soient bien. Moi, je suis un entrepreneur où je suis serein, je ne suis pas stressé. J'ai des fois des petits coups de stress, mais ça ne dure pas longtemps parce que j'ai des méthodes pour transformer. Pour les gens qui sont un peu loin,
Ben, là, j'ai une formation que j'ai démarrée depuis peu de temps où c'est tous les outils. Donc, il n'y a pas les présentiels, mais il y a tous les outils et quand même le soutien où il y a les outils marketing, vente, mindset, il y a tous les outils, tous les ateliers que je mets en présentiel. Et bien là, vous pouvez les avoir à distance et les revoir à vitam aeternam, en plus avec les mises à jour gratuites. Et là, une nouvelle offre que je vais démarrer en septembre, ou pour les gens qui sont un petit peu loin, parce que moi j'ai des gens qui sont venus de Sao Paulo, du Burkina Faso ou du Panama. Donc ceux-là qui sont un peu loin, c'est de faire des groupes de mastermind en présentiel. Et aujourd'hui avec le Covid, et ben voilà, ça, les gens ils ont un peu plus l'habitude. Où va y avoir tous les mois, c'est un abonnement. Donc les gens ils peuvent venir un mois, 2 mois, 3 mois, ce qu'ils veulent. Et tous les mois, il y aura une séance de 2 heures sur le fond, une séance de 2 heures sur la forme. Voilà, pour qu'ils puissent faire avancer leur projet. Vous pouvez aussi, si vous voulez venir voir d'autres entrepreneurs, il va y avoir une grande journée. Alors, ça sera à Sophia Antipolis. Voilà, ça sera le 16 octobre. Ça sera une journée très, très, très dense et intense. Donc, prenez les vitamines pour venir. Vous aurez 2 possibilités de pouvoir confronter votre projet et vous aurez aussi des ateliers. Un atelier mindset en tout début de journée, parce que le mindset, c'est très important. Un atelier où ça sera en petit groupe pour apprendre de son projet ou d'apprendre des projets des autres. Là, ça sera en fonction des sujets qui seront tirés. L'après-midi, il y aura la même chose, mais sur du grand groupe. Là on va utiliser la puissance du groupe, le grand groupe, pas le petit groupe, mais le grand groupe. Et après, il y aura 2 ateliers. Et les gens, pour les ateliers, ils vont voter un petit peu pour les problématiques qu'ils veulent. Par exemple, la problématique qui commence à sortir du chapeau, c'est pitcher. Comment pitcher avec efficacité. Donc, il y aura 2 ateliers. Et ça sera à moi de m'adapter par rapport au vote des personnes. Donc, il y a un vote qui a déjà commencé, puis on continuera le matin, et puis on verra à la fin du dépouillement comment dire, l'atelier, les ateliers, puisqu'il y en aura 2, qui seront les plus plébiscités. Et après, le soir, il y aura une conférence où vous rencontrerez des entrepreneurs qui sont partis de zéro et qui aujourd'hui ont quelques succès justement à travers un groupe de mastermind grâce au collectif et au processus que j'ai modélisé. Il y a aussi un early booking voilà, de 30% pour les gens qui démarrent là. C'est une grande journée. Je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde puisque dans un premier temps, je vais peut-être prendre maximum 40, 30, 40 personnes parce que je veux faire de la qualité. Hein. Pour moi, c'est important. Voilà. Si vous voulez voir aussi l'autre chose, j'ai pas mal d'articles sur mon site. Donc là, j'ai écrit du texte, hein, comme je vous ai dit. Il y a tous mes événements pour montrer que je pratique beaucoup, hein, que je fais pas, je peux vous vendre du vent, mais là, j'ai beaucoup d'événements. J'en ai régulièrement. Vous pouvez revoir tous les replays, celui-ci bientôt, mais aussi les replays que j'ai fait depuis le Covid. J'en ai maintenant, je dois être une dizaine. Voilà. Voilà. Si vous voulez revoir aussi mes agendas, j'espère que je vais pouvoir refaire du présentiel dans peu de temps. On n'y est pas encore sur Sophia, mais si vous voulez revoir mes webinaires, enfin savoir quand je vais faire mes webinaires et tous mes événements, vous avez le lien qui est ici, et il sera, lui, il est à jour. La photo n'est pas à jour sur mon PowerPoint, mais sur mon site, il est à jour. Voilà. Alors là, il y a une chose qui est importante pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai fait une formation, c'était une de mes anciennes expertises. Je vais dire le mot là, expertise. C'est tout ce que j'avais appris sur Jung, justement, pendant plus de 2 ans. Voilà. Et comme aujourd'hui, je m'en fais plus un business parce que j'ai choisi exactement ce que je voulais faire. Et ça, j'aimais bien. Ça a été plusieurs années de ma vie. J'aime toujours en parler. Je l'utilise dans mes groupes de mastermind, mais j'en fais plus un business. Et j'ai dit, c'est dommage de garder tout ça en moi. Donc, je vais faire 4 vidéos. Ça m'a pris un mois à temps plein. Hein. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Un mois à temps plein. Et je vais dire, je vais le mettre gratuitement au service des gens voilà, qui me suivent. Voilà, c'est un cadeau qui pourra vous permettre d'améliorer votre communication avec vos proches, mais aussi si vous avez des équipes en termes de management et avec vos clients, comment mieux vendre grâce justement à l'approche vente comportementale. Profitez-en, elle est encore gratuite. D'ici quelques temps, je pense que va y avoir, elle ne sera pas tout à fait gratuite. Donc prenez-la, utilisez-la, partagez-la.
pour l'instant aller en open source complètement. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est pas le prochain webinaire parce qu'il a été fait la semaine dernière. Il y a un petit décalage. Voilà, mais ça, vous pouvez voir le replay. Le prochain, justement, comme on est en période d'été, je vais reprendre des anciens, comment dire, des anciens textes. À Myriam, on s'est croisé à Vision 2021. Eh oui, certainement, peut-être. Voilà. J'y suis plus à Vision 2021. Voilà, c'était une étape de ma vie. Et je vais reprendre quelque chose, c'est l'intelligence collective. Voilà, je vais dire l'intelligence collective, c'est quoi? Kesako. Et je vais partir un petit peu des conférences que j'ai fait en 2016. Donc ça commence à dater. Voilà, j'ai pris quelques cheveux blancs et je vais reprendre certains fondamentaux très importants au niveau de mes webinaires. Ça me permet aussi d'un moment de revenir un petit peu sur des bases parce que je parle beaucoup de choses qui me sont naturelles. Par exemple, la pyramide de Dix qui est là. Et là, il y a déjà dedans, je pourrais faire une dizaine de conférences là-dessus, très intéressantes. Voilà. Donc la prochaine, ça sera pas quels sont les liens entre Walt Disney, la pyramide de Dix et le cercle d'or de Simon Sinek, mais ça sera l'intelligence collective, voilà, et peut-être comment utiliser l'intelligence collective pour s'en faire un métier. Moi, aujourd'hui, l'intelligence collective, je fais soit pour des formations, surtout pour des gens qui sont plutôt coachs, ou soit pour des managers, où là, j'ai développé un nouveau programme qui s'appelle le management collaboratif, qui est une problématique de client, hein, le management collaboratif. Donc voilà, et moi j'ai besoin aussi de vos retours. Donc si vous pouvez aussi cliquer puis me faire amener un sondage, savoir ce que vous avez aimé, ce que vous pouvez améliorer, ce que je peux améliorer, peut-être des thèmes pour la suite. Eh bien, je vous dis merci pour votre aide. Vous pouvez, si vous avez une question demain, après-demain qui vous vient, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. J'y répondrai soit en privé, si c'est une question privée, ou peut-être que je vous répondrai déjà en privé, mais peut-être que ça va être soit un sujet de webinaire, soit un sujet d'article. Moi, souvent, les questions, je dis, tiens, c'est une bonne question. Un jour, sur une étude de marché, il y a un manager qui m'a dit comment rester ferme sans démotiver mon équipe. Ça, c'est une question très simple. Un manager il dit comment je peux rester ferme sans me démotiver mon équipe. Je lui ai répondu, mais j'en ai fait quand même un article parce que j'ai trouvé que la question était pertinente. Et souvent, j'utilise les questions que les gens me posent pour en faire soit des webinaires, soit pour en faire des nouveaux produits aussi, hein, c'est important, ou soit pour en faire des vidéos, etc., etc. En fin de compte, un contenu. Voilà. Quelles sont vos questions? Alors, est-ce que je suis dans les temps? Parce que je regarde. Ah, j'ai dépassé de 4 minutes. Voilà. Merci Géraldine, merci de ton merci. Merci à Marianella. Voilà. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà. Et donc, vous allez recevoir le support. Merci Eric, entre Eric. Hein. Voilà. Voilà. On se comprend plus. Ah. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions ou s'il y a quelqu'un qui veut rester après, je suis toujours disponible. Si vous voulez discuter de choses un petit peu personnelles, il n'y a pas de souci, je peux rester. Pour les autres, je vous dis bonne soirée et je vous envoie le support. Je pense qu'il est déjà prêt. J'ai juste à copier vos adresses mail. Donc, je pense que d'ici, allez, un quart d'heure, 20 minutes, vous l'avez. Voilà, tout est prêt. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, qui veut rester, je suis toujours là. Bonne soirée, Eric. Saint-Vallier. Attends, Saint-Vallier est encore plus près. Moi, je suis donc à Saint-Césaire. Hein. Donc, il y a une route qui nous sépare. Hein. Donc, on est encore plus près que Saint-Vallier. On est à 10 minutes de voiture. Voilà. Donc, on est encore plus près que prévu. Super. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui veulent rester, ils peuvent rester. Si, pour me poser des questions, peut-être personnelles ou autres, n'hésitez pas. Pour les autres, je vous dis bonne soirée. Bye.